Et l'autre, toi, qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu as ressenti ce qui s'est passé? Moi, comment j'ai ressenti en tant qu'adulte également ce qui s'est passé? Et pourquoi, à un moment donné, prends conscience de ton comportement comme je prends conscience du mien. Mais parlons-en. Et là, on est dans un rapport, effectivement, d'éducation et de transmission, des valeurs, du respect. Oui, parce que ça peut ouvrir la discussion sur les valeurs au sens plus large. Tout à fait. Au sens plus large. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, si je comprends bien, l'adulte qui a crié, qui selon vous n'aurait pas dû, doit reconnaître devant l'enfant que lui-même a dépassé une limite qu'il n'aurait pas dû dépasser, si je vous comprends bien. Il doit expliquer son geste. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, à un moment donné, qu'il impose. C'est quelque chose un peu animal également. On le voit très bien dans les relations de soumission-domination. Alors, il ne s'agit pas de cela dans les rapports humains, hein. Mais à un moment donné, on aboie. Et le terme, d'ailleurs, on dit, mais pourquoi tu m'aboies dessus? Pourquoi tu me hurles dessus? Et vous avez malheureusement des enfants, moi je les reçois en consultation, ils sont devenus adultes, et parfois, mais ils se hurlent dessus. Et pour eux, il y a une sorte de banalisation, une normalisation de se crier dessus. Alors ça pose des soucis également ensuite au niveau professionnel, etc. Mais simplement expliquer les choses, revenir, faire une sorte de débriefing. Je me méfie toujours de ceux qui nous disent, moi, mon éducation, c'est à la dure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, éducation à la dure. Je ne comprends pas. Dans un autre temps, oui, je comprends ce que c'était que l'éducation à la dure. Aujourd'hui, je ne comprends pas ce que c'est que l'éducation à la dure. On a dépassé. Non, mais parce qu'on l'entend. Moi, personnellement, je prétends pas avoir reçu une éducation à la dure. Hein. Oui, moi non plus, même si j'ai reçu des fessées, même des coups de martinet à l'époque, donc sur les cuisses. Mais on entend des choses beaucoup plus terribles, c'est-à-dire la participation de la famille et l'exhibition effectivement de cette violence. Ah, l'exhibition de la violence, ça aussi, ça risque d'humilier. Alors attention là, Julien, ça aussi, ça peut humilier l'enfant. Ça, je suis tout à fait d'accord, oui. Vaut mieux... Mais même à la limite, ce qui serait bien, je pense, c'est de prendre l'enfant à part pour lui expliquer plutôt que de lui faire le reproche devant tout le monde. Ça, devant tout le monde. Je pense que ça peut être humiliant, tout à fait. Merci, Julien. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes cuisinier, Emilien, vous êtes en Seine-et-Marne. Exactement. Bon, alors moi, j'en ai alors j'ai deux petites filles, une de 3 ans et une de 8 ans. Alors, des fois, on les éduque pas pareil, mais c'est aussi qu'elles ont des tempéraments différents. Mais surtout, moi, je veux revenir sur un fait. Alors, il faut pas crier, bien sûr, n'importe comment. Je suis d'accord avec l'histoire des vitamines, c'est un très bel exemple. Mais je pense que si on met des enfants trop dans un cocon, ce qui se passe avec certains enfants qui sont dans l'école de mes filles, dès qu'il y a un autre enfant qui va arriver et qui va se mettre lui à crier, l'enfant s'enferme dans un cocon et ne sait pas quoi faire. Pareil dans la vie d'adulte, quand il retrouvera un responsable, parce qu'il y a des responsables qui parlent fort, il y a des responsables qui crient, qui sont très... Et le problème, c'est que j'ai peur, hein, c'est pas la solution miraculeuse, mais j'ai peur que l'enfant ne sache plus réagir et le prenne vraiment comme une agression de face. Alors, je le mets bien, mais à coup de pas, c'est pas crier tous les jours pour un oui ou pour un non. Mais qui sache quand même un peu aller à la confrontation. Je pense que c'est une chose aussi qui est aussi quand même importante de savoir se défendre et de savoir se dire, maintenant, telle personne crie. De plus, chaque parent n'a pas forcément, je pense, le même pouvoir de persuasion. Et c'est pareil avec nos collègues. Moi, j'ai des collègues qui viennent et qui vont parler tout doucement et tout le monde va savoir les écouter. Et d'autres, ils lèvent un petit peu le ton, on sait les écouter, mais ce n'est pas forcément méchant. Tant que l'intention n'est pas méchante, tant qu'il n'y a pas d'humiliation, qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'y a pas de rage et que c'est expliqué derrière, c'est un mécanisme d'adaptation. Je pense que c'est un enfant, tant qu'il n'y a pas une méchanceté, un vrai fond de destruction derrière, parce que on parle vraiment de monter la voie et pas de destruction. Dans les cas, quand on est parent, on est obligé de se contrôler en permanence aussi. Bien évidemment, mais c'est l'école de la maîtrise de soi, hein, être parent. C'est parce que parfois on boue, mais on sait qu'il faut garder raison. Mais la cocotte minute, à un moment donné, elle peut imploser, bien évidemment. Mais ensuite, il faut s'adapter à tout cela et surtout trouver les mots pour ensuite expliquer ce qui s'est passé et ce qu'on a vécu. Maintenant, il ne s'agit pas de soumettre les enfants à tout un champ, si vous voulez, d'humiliation, du hurlement, etc. Mais il faut toujours être conscient de la situation. Tout à fait. Même si on a le contexte. Tout à coup du contexte, même si tout à coup on a élevé la voix parce qu'on n'en pouvait plus, il faut réfléchir à ce qu'on a fait.
Il faut toujours être conscient de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, d'imaginer ce que vit l'enfant, et d'apprendre les uns des autres. Et apprendre des uns des autres, parce que effectivement, Mathieu, oui. Je remarque une chose, c'est que quand on parle quand on témoigne d'avoir crié sur nos enfants, on utilise des mots comme ébullition, la cocotte minute, quand on est au bout, quand on est, c'est le parent qui est défaillant, si je comprends bien ce qu'on est en train de dire à ce moment-là. Quand je dis défaillant, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'éducation, on est en train de parler de comment le parent arrive plus à se contrôler. Non, c'est bien vivre ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quoi qu'il en soit, il y a des débordements, mais il faut trouver raison, il faut garder raison à un moment donné. Donc il s'agit pas d'être défaillant, il s'agit pas de culpabiliser les parents, sauf ceux qui sont totalement nocifs et destructeurs. Ça, c'est autre chose. Laurent. Oui. Dans les Alpes-Maritimes, chef d'entreprise. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous n'avez jamais crié sur votre enfant, vous, Laurent? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai une éducation à l'ancienne. Oui. On va dire, c'est-à-dire que à l'époque, quand on faisait une bêtise, déjà on en prenait une, et puis après on pouvait pas s'expliquer. Et moi j'ai décidé de faire autrement avec mon fils. C'est-à-dire que je préfère lui expliquer les conséquences et pour qu'il comprenne qu'il peut y avoir de lourdes conséquences. Voilà qui est intelligent, Laurent. Voilà qui est intelligent. Mais vous prenez le temps, parce que vous prenez le temps, Laurent. Mais en plus, peut-être c'est le côté parce que je suis éducateur, donc Ah oui. j'ai 18 gamins à m'occuper. Oui. Et si je commence à humilier un gamin parce qu'il a mal fait un truc et un courageux, donc je préférais jouer la carte de la discussion et de l'explication. Donc, puis ça marche très bien. Et là, il y a votre savoir-faire qui se conjugue à votre savoir-être, donc c'est parfait. Après, moi, ce que je voulais faire surtout, c'est faire différemment, parce qu'il y en a qui disent qu'on reproduit ce qu'on a reçu. Ouais. Eh ben moi, je préférais ne pas reproduire. Ça, c'est bien. Attention, je regrette pas ce qu'on m'a fait, parce que je suis bien, tu vois. Bien sûr. Je suis chef d'entreprise à passer outre. Oui. Mais moi, je suis contre hurler ou contre tabasser les enfants, excusez-moi du terme, parce qu'il y en a souvent, c'est ça, mais pour la moindre bêtise, quoi. Je préfère qu'ils m'expliquent et j'explique les conséquences. C'est ça. À petite échelle, et à grande échelle, ça peut avoir des très lourdes conséquences. Ouais, ça responsabilise l'adulte et l'enfant également. Je suis libre de mes actes, c'est ce que Goethe disait, je suis libre de mes actes, mais quelles sont les conséquences de tout cela? Voilà, et en plus, comme je dis souvent, il n'y a pas de bouquin pour dire l'éducation, c'est ça, c'est ça. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut faire notre propre chef, et puis voilà, c'est tout. Merci Laurent. Nous terminerons avec Bertrand, qui est délégué pharmaceutique, qui est dans le Val-de-Marne. Bonjour Bertrand. Bonjour à tous, bonjour et bonne année. Et bonne année. Alors, moi, je vais paraître un peu pour le méchant. Parce que moi, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine... C'est ça, exactement. Je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine peur, une certaine crainte du père. Il faut savoir élever la voix, mais pas non plus le surprendre en criant d'un coup, qui peut, je comprends, l'humilier et le traumatiser même. Je pense qu'il faut qu'il ait une certaine peur cette peur-là, en fait, va servir à l'enfant de l'encadrer et de se sentir protégé, en fait. Oui, mais vous savez, le croque-mitaine, ça a existé à un certain moment. Je peux vous assurer que ensuite, ça crée des terreurs chez les enfants. Hein. Pardonnez-moi de vous le dire de manière très directe. Hein. Non, mais après, moi, je pense que non, mais sincèrement, je pense que Est-ce que vous avez toujours besoin de créer la peur ? Franchement, Bertrand. Non. Est-ce que si oui, alors imaginons, si vous avez toujours besoin de créer la peur, il arrivera un moment où vous serez au bout de votre comportement. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne ferez plus que créer la peur. Il faut utiliser cela avec prudence, extrême prudence, Bertrand. À dose homéopathique, hein, si je puis dire. Bien sûr, non, mais quand je dis la peur, je vais pas non plus, pareil, la traumatiser avec une peur en lui disant, va dans ta chambre, ou je vais te ramener chez le loup, etc. Ça c'est des techniques que je n'utilise pas, mais c'est plus montrer qu'on est là et qu'on peut sévir quand on dépasse certaines limites. Moi, je pense qu'on peut dire non. Moi, je vais vous dire, le mot non est le meilleur mot de la langue française. Parce que c'est le mot de l'identité, en plus. Dans la vie, mais même la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie, le mot non. C'est un mot qui est de moins en moins utilisé, je trouve, dans notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non. Une femme dit non lorsqu'un homme, lorsqu'elle ne veut pas répondre au désir d'un homme. Elle dit non.
et elle assume son non. Dans un boulot, il faut savoir dire non aussi, ne pas accepter ce qu'on vous impose et qui ne va pas. Et il faut savoir dire non à un enfant. Mais on n'est pas obligé de crier. On n'est pas obligé de dire non en criant. On peut dire un non très calme. Moi, j'ai ma petite fille de 3 ans, excusez-moi, j'ai ma petite fille de 3 ans. Elle est en plein âge. Non, parfois, vous pouvez lui dire parfois non 10 000 fois. Quand vous rentrez du travail, il y a aussi cet effet aussi de fatigue, etc. Vous rentrez stressé, etc. Ouais. Vous dites non une fois, non 2 fois, arrête. Et elle pense limite qu'elle pense que c'est un jeu des fois. Ouais. Elle en rigole. Et vous êtes obligé. Elle joue avec vous aussi. Attendez, vous jouez le rôle du grand méchant loup également. Donc forcément qu'elle va jouer avec vous. Elle va vous pousser dans vos retranchements. C'est ça, elle pousse à vous quand vous êtes fatigué. Vous savez que les enfants sont très intelligents, Bertrand. Ils comprennent absolument tout. C'est ce qu'on appelle intuitif. C'est le côté spongiforme de l'enfant, c'est qu'ils perçoivent absolument tout. Vous pouvez pas imaginer tout ce qu'ils savent sur vous. Et vos faiblesses également. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ils connaissent mieux nos faiblesses que nous. Évidemment, oui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant est tourné vers ses parents, qu'il l'observe en permanence, sans même qu'on le sache, sans même qu'on le devine. Hein, c'est l'auto-observation permanente. Mais bien sûr, bien sûr. Merci Bertrand. Merci à vous et bonne journée. C'est très sympa. Merci Bertrand d'être avec nous. Bien, Pascal Neveu, nous allons terminer là. C'est dommage, c'est passionnant. Que disent les auditeurs derrière? Peut-on éduquer sans crier? Réponse finale, oui. À 54%. Ah oui, mais c'est pas si majoritaire que ça. Enfin, c'est majoritaire, mais j'aurais pensé à un chiffre plus important. Bon, merci Pascal Neveu d'être venu nous voir. Vous êtes psychanalyste passionnant, comme toujours, 9h30. Notre second bureau de vote dans un instant. Tout autre chose. Faut-il remplacer les peines de moins de 6 mois par le port du bracelet électronique? Oui ou non par SMS au 6 10 71. RLC.